Invité du week-end, bienvenue sur ce plateau. C'est un réel plaisir ce matin de recevoir celui qu'on appelle affectueusement Patriarche. Bonjour Patriarche. Bonjour, bonjour Alfred, bonjour. Je suis content de vous recevoir Patriarche. Ok, merci, merci, merci. Il s'agit de Monsieur Joseph Bobia Boncao. Il est une des figures emblématiques de ces secteurs de l'environnement et pour nous c'est un honneur de les recevoir ce matin pour parler environnement. Pourquoi on vous appelle Patriarche? Bon, il faut poser la question à cela. Peut-être on a beaucoup milité, on a fait longtemps dans ce secteur de l'environnement. On a pris aussi de l'âge quand on a fait par exemple 30 ans de service au sein d'un secteur, c'est déjà beaucoup. Et c'est plus que 30 ans. C'est une Voilà. bibliothèque ça. Ah oui, oui. Alors, doyen, je suis content et Oui. comme chez nous, le week-end, on essaie un peu d'être très Dégagé. dégagé, Ouais, décontracté, ouais, parler environnement en des termes très très simples pour que ouais. notre public puisse comprendre. Alors, je voudrais quand même que vous puissiez vous présenter à notre public. Qu'est-ce qu'on peut retenir de vous? Ah oui. Vous avez très bien dit. Mon nom c'est Joseph Bobia Boncao. Je suis acteur de la société civile environnementale. J'ai œuvré dans le secteur de l'environnement. Ça fait plus de 3 décennies. Nous avons démarré des actions depuis 1990. Et voilà, à l'époque, il y avait les structures, les ONG de développement qui se mettaient en place. Et nous étions là pour accompagner cette dynamique. Il y a eu le Conseil national des ONG qui a été mis en place avec les coordinations provinciales de développement. Et nous avons cheminé jusqu'au moment où il y a eu cette préoccupation de renforcer la gestion ou l'attention sur la gestion des ressources naturelles. Parce qu'il y a eu un moment où, dans le développement, dans la manière de conduire la dynamique des ONG de développement, nous nous sommes dit, attention, mais le développement de la RDC peut arriver avec les ressources naturelles. Mais si celles-ci, si ces ressources sont pillées, si ces ressources sont exploitées sans que les dividendes rentrent, sans que les impacts n'arrivent pour le développement de la République, on est mal parti. Voilà pourquoi il y a eu deux réflexions qui nous ont amenés autour des années 2000, 2002, 2003, de mettre en place des dynamiques pour suivre la gestion des ressources naturelles. Et par ressources naturelles, il n'y a pas seulement l'environnement et les forêts, Ouais. il y a tout. Il y a les minéraux, il y a le pétrole, il y a l'air, il y a tout, il y a la terre. Voilà. C'est de cette dynamique que franchement nous avons essayé de pousser pour que les secteurs des ressources naturelles prennent une importance. Les secteurs des ressources naturelles, je me rappelle, en 2002-2003, nous avons été dans le groupe qui faisait, qui était avec le panel, qui informait les panels des Nations Unies, les panels des Nations Unies sur les pillages des ressources naturelles. Donc moi j'étais dans le groupe d'investigation. Nous étions en train de fouiller, de prendre un peu des informations par-ci par-là, qui fait quoi, qui exploite quoi et combien, il en fait quoi, où est-ce qu'il amène, qu'est-ce qu'il paye
comme dividende au pays, et ainsi de suite. On a dû lister. Nous avons encore de rapports que nous avons transmis à ce panel-là. Et le panel a publié son rapport en 2002-2003 sur les pillages des ressources naturelles. Et dans ce rapport, on peut encore lire, on peut encore voir nos rapports d'investigation pour mettre fin au pillage des ressources naturelles. Parce qu'on se disait, si on pille, on continue à piller, mais on n'aura plus rien pour développer le pays. Et voilà, ça fait que nous avons continué la suite avec l'environnement, avec le minerai aussi, parce que il y a eu la coalition Publier ce que vous payez que nous avions mise aussi en place. Ouais. C'était à l'époque aussi où commençait en 2005 l'initiative de la transparence dans les industries extractives. Voilà, nous avons cheminé comme ça. Voilà, non, si on peut retenir de moi quelque chose. Merci beaucoup. C'est une très belle histoire. Mais j'ai quand même une question de curiosité. Dans ces années-là, ces questions de l'environnement, des ressources naturelles n'étaient pas en vogue. Comment vous êtes parvenu à vous y mettre et vous en sortir facilement? Ok. C'est parti de la mesure qui a été prise de ne plus concéder les concessions. C'est-à-dire qu'il y avait cette volonté-là d'assainir un peu le secteur. Déjà en 2002, avant même que les codes forestiers ne soient publiés, il y avait cette mesure que nous appelons aujourd'hui moratoire, qui était prise et qui... Ah, le moratoire est venu avant 2002? Bien avant, c'est à 2002. Bien avant la promulgation du code forestier. Okay. Et c'était juste pour, oui bien sûr, et les pays et les partenaires à l'époque, je vois encore la Banque mondiale, nous avions tous ce souci-là de mettre de l'ordre dans le secteur. Je vous informe qu'à l'époque, il y a eu autant de concessions, de gens se la procuraient comme ça, de gré à gré, et au point que on pouvait se dire, une personne pouvait en avoir des hectares et des hectares. Et on s'est dit, pour faire quoi? Et que gagne le pays? Voilà pourquoi il y a eu cette mesure-là de ne plus concéder. Bon, la mesure est venue des Congolais eux-mêmes ou bien c'est l'étranger qui a imposé? C'est une mesure de la République, c'est une mesure du ministère de l'Environnement. Influencé par vous en ce moment-là? Non, non. Influencé pas seulement par nous, mais par toutes les parties prenantes, étant donné qu'il fallait mettre de l'ordre dans le secteur. Okay. En août arrive la promulgation, arrive le code forestier, qui est la loi qui est en vigueur jusqu'aujourd'hui. Mais curieusement, quand le code est arrivé, la mesure sur ne plus concéder semblait un peu ne pas être respectée. Et du coup, on commençait à concéder. Et c'est ce qui a fait que nous avons cheminé en 2003 dans un groupe de la société civile pour mettre en place le comité de rédaction des mesures d'application. Les mesures d'application du code forestier. Parce que le code forestier a été promulgué avec quelques mesures, mais il a fallu élaborer d'autres mesures. Déjà en 2003, nous avons constaté que beaucoup de mesures n'allaient dans le sens que de protéger l'exploitation industrielle du bois ou l'exploitation du bois d'œuvre. On s'est dit, mais attention, il faut faire attention. Sinon, il y a risque que la communauté n'ait plus de l'espace, parce que tout sera concédé pour les concessions d'exploitation forestière. Et il faut aussi se le dire que le code forestier lui-même, tel qu'il a été conçu, il avait cette orientation-là
d'exploiter les forêts, exploiter le bois pour lutter contre la pauvreté. Voilà. C'était l'orientation prise par le code forestier qui est en vigueur jusqu'aujourd'hui. C'est ce qui fait qu'il fallait sauver ce secteur-là. Il fallait mettre de l'ordre dans ce secteur. Il y a eu cette mesure et dans le comité, nous étions en train d'élaborer les différentes mesures. J'ai une petite question. J'ai dit, beaucoup de mesures ne se rapportent que Sur, à la l'exploitation protection de- industrielle du bois. Je voudrais quand même savoir, doyen, Oui, qui avait écrit ces codes forestiers? qui avait écrit ces codes forestiers. Ouais. Oui, les codes forestiers étaient écrits par des acteurs. Congolais ou bien des acteurs Et il n'y avait pas seulement de Congolais. Je vois encore, il y avait des professeurs, des professeurs congolais. Il y avait aussi des consultants extérieurs qui sont arrivés à mettre en place, à élaborer cette loi. Parce que certains Et pensent la loi- que c'est orienté vers les intérêts extérieurs que les intérêts congolais. Bon, bien que c'est orienté vers les intérêts extérieurs, mais il faut dire que ce code forestier était financé par la Banque mondiale pour son élaboration et le code forestier suivait l'agenda prioritaire de la Banque mondiale. Et cet Et le nom de agenda-là, la RDC. l'agenda prioritaire d'un partenaire qui finançait la RDC. Ok. Il faut comprendre ça dans ce sens-là. Exact. Voilà pourquoi l'ampleur sur l'exploitation industrielle du bois pour lutter contre la pauvreté. Mais jusqu'aujourd'hui, on est en train de voir que vraiment c'est le contraire. On exploite, mais le bois qui est exploité n'apporte même pas le développement. Exact. Voilà. Alors, autant de mesures, arrive un moment où on se dit, mais il y a trop de bois, avec le risque qu'on n'ait plus d'espace. Il y a eu cette proposition-là, l'idée d'un zonage forestier, de manière à ce qu'on circonscrive les espaces pour le bois et aussi laisser d'autres espaces à d'autres personnes, dont les communautés locales qui avaient aussi besoin de l'espace. Nous avons milité aussi pour que ce moratoire-là, qui a été pris depuis 2002, soit renforcé, et c'est ce qui fait qu'en 2005, le président de l'époque l'a renforcé pour qu'on arrive à ce processus de conversion de tout ce qu'il y a eu comme anciens titres qui étaient détenus par des personnes. Il faut les convertir en des concessions de forêts de communauté, en des concessions de forêts pour l'exploitation industrielle. Mais avant, ce n'était pas pour une exploitation industrielle. Si, c'était des garanties d'approvisionnement. Ok. Les gens pouvaient les prendre et les garder sans les exploiter. Donc c'est ce qui faisait une perte, un manque à gagner pour le pays. Et en ce moment-là, qu'est-ce qu'il faisait? Tu prends une concession en garantie que tu peux donner peut-être comme gage quelque part pour avoir de l'argent, ou bien ça se faisait comment? Ouf. Il y a eu beaucoup de choses. Ok. C'est ce qui nous a poussé, c'est ce qui a poussé la dynamique, c'est ce qui a poussé tous les partenaires à se mettre d'accord pour que ces processus de conversion des titres avancent. Mais cette conversion d'abord, il y avait une identification de plus ou moins 162 titres garantie d'approvisionnement. Et en convertissant, il y avait au moins plus de 70 qui devraient tomber. Ok. Et on est Pourquoi? resté... Mais c'était illégal. Ok. C'était des titres vraiment qui ne remplissaient pas les conditions. Et on devait les récupérer pour que ça reconstitue les domaines privés de l'État. Ok.
une première, oui, bien sûr, il y a au moins 80 titres sur le 162 qui ont été considérés comme passables et convertibles. Et au fur et à mesure, de 80, on est arrivé à une soixantaine convertibles. Ok. Et le reste, bien sûr, ont été repris, récupérés dans le domaine privé de l'État. Oui. Mais curieusement, pendant que certaines concessions, certains titres étaient récupérés, d'autres, par la volonté de leur détenteur, passaient de concessions des titres d'exploitation à titre de conservation. Ok. Beaucoup ont fait. Ça s'est fait que parmi les 60, il y avait quelques titres, je crois au moins 5, qui ont été Converti comme des concessions de conservation. de par la volonté de leur tuteur, convertis comme concession de conservation. Mais attention, concession de conservation, mais il y a des préalables. D'abord, c'était sur base d'un contrat. Il faut voir quels ont été les cahiers des charges, si ces cahiers des charges avec les communautés locales ont été bien exécutés. Il y a aussi les taxes à payer, si toutes ces taxes-là ont été vraiment allouées. Et il y a des conditions, plan d'aménagement, tout ça. Et si le tuteur remplissait toutes ces normes-là, mais de lui-même, il ne pouvait pas. Voilà pourquoi on s'est dit qu'il faut nécessairement que le ministère de l'Environnement arrive à ouvrir l'œil. Parce qu'aujourd'hui, on en compte plusieurs concessions de conservation. Et dès la fin de ce processus de conversion, il fallait que tous nous tablions sur les données de cette conversion, qui fait qu'une bonne partie des concessions ont été retournées au domaine privé de l'État et une autre devrait rester pour continuer l'exploitation. Mais curieusement, à partir de 2014, lorsque le ministère a prononcé la fin du processus de la conversion des titres, mais curieusement, il y a eu comme une naissance de mangeurs de forêt. Un type d'exploitants qui n'ont même pas à considérer comme étant des exploitants et qui sont nés et curieusement, et ce sont ces exploitants-là qui ont pris des concessions. Et même ceux qui étaient retournés dans le domaine privé de l'État ont été ressortis, alors que la mesure sur le moratoire courait encore et court encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est un problème avec ceux qui sont commis à ce secteur-là. Ce sont eux qui prennent le dessus, qui prennent la décision en foulant au pied la mesure qui court encore et ressortir toutes ces concessions pour les mettre à la disposition de ces exploitants qui ne respectent même pas et qui ne respectent même pas les normes et qui n'ont même pas de plan d'aménagement. Alors, je reviens 30 ans avant, quand vous avez commencé justement cette lutte, et aujourd'hui, quand vous regardez tous les parcours que vous avez faits, tout l'investissement que vous avez eu à mettre dans l'amélioration de la gouvernance forestière, qu'est-ce que vous dites? C'est un échec? Oui,
franchement, c'est le monde à l'envers. Tous les efforts qui ont été menés là pour assainir le secteur, non, ces efforts-là sont en train d'être détruits. Parce qu'on ne pouvait pas comprendre tout ce que le processus de conversion de titres a mené. Non, non. Aujourd'hui, tous ces titres-là, la grande partie des titres, mais sont concédés. Sont concédés. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte un exploitant qui exploite sur le terrain et que l'administration ici n'a pas les papiers sur lui? Posez-vous la question, mais cet exploitant qui exploite sur le terrain, où est-ce qu'il a eu le papier? C'est terrible. Et il y a des cas comme ça. Wow. Il y a des cas comme ça. Et attention, les concessions, c'est à 3 niveaux. Ça, il faut le comprendre. Au niveau central, donc au niveau national, le ministre concède. Même s'il y a encore le moratoire, on dit qu'il faut arrêter. Au niveau des provinces, les gouverneurs concèdent aussi les concessions d'exploitation artisanale. Ouais. Mais attention, même au niveau le plus bas, les territoires, le secteur. Moi, j'ai vu de petits papiers de permis de coupe concédés par un chef de secteur. Wow. Voilà. Tous ces niveaux-là qui concèdent, mais on ne s'est pas donné la peine de voir qui a concédé, qui a le pouvoir. Est-ce qu'on peut mettre toutes ces données-là ensemble pour vraiment suivre, pour contrôler et voir qui peut faire quoi et qui ne peut pas faire? Non. Mais pas plus tard qu'il y a 2 jours passés, Mme Eve Bazaïba a vanté quand même ses efforts, ou les efforts du gouvernement congolais à assainir ces milieux. Il a même dit qu'il y a eu plus ou moins 3 millions d'hectares de forêts qui ont été récupérés. Oui, ben, c'est maintenant que le gouvernement actuel essaye un peu de relever la tête. C'est déjà un effort. Hein. Un effort, oui, mais il faut aller, il faut continuer. Il faut continuer. Ici, je peux voir le rapport qui a été publié par l'inspection générale de finances. Ouais. Ce rapport-là a dit 2 choses. Nous aussi, société civile, nous sommes en train de mener des investigations. Et nous avons décalé d'un peu de temps que ce rapport de l'IGF a pris. Nous démarrons depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui pour rendre un peu compte et voir quelles sont les concessions qui sont légales et lesquelles sont illégales. Donc l'enquête est en cours? L'enquête est en cours. C'est pour quand les résultats? Je ne voudrais pas le dire. Je ne voudrais pas le dire. Le rapport, oui, le rapport de l'IGF, oui, c'était un bon rapport. Mais il y a eu autant de concessions qui devraient être annulées. Mais c'est une partie qui a été annulée. Nous nous sommes posé la question, malgré qu'il faut vraiment consentir beaucoup d'efforts, coup de chapeau, mais pourquoi 2 poids 2 mesures? On suspend de façon conservatoire. Conservatoire, c'est encore quoi? Il faut suspendre, on n'exploite plus. Et nous avons demandé même à ces exploitants qui ont pris ces concessions-là illégalement, ils doivent répondre. Ceux-là qui ont concédé doivent répondre. Là, j'appuie la démarche des collègues de la société civile qui sont déjà au niveau qui ont déjà déposé leur mémoire au niveau du oui. procureur général de la République, je pense bien. Ok. Voilà. Nous appuyons cette démarche-là. Parce que la société civile, s'il n'y a rien qui se fait, la société civile peut prendre position pour dire, en tout cas, nous avançons. Il fallait tout suspendre. Mais Patriarche, tout annuler. Apparemment, vous vous attaquez beaucoup plus. Quand je dis vous, c'est-à-dire la société civile, oui. voit du mal dans l'exploitation forestière industrielle. Et pourtant, en regardant de plus près, cette exploitation ne pose pas beaucoup de problèmes que l'exploitation artisanale qui
qui rasent les forêts. Mais on ne voit pas la société civile se mobiliser pour attaquer les mal qui est plus profond là-bas. Je crois, nous ne sommes pas contre l'exploitation du bois. Mais il faut une exploitation ordonnée. Il faut une exploitation ordonnée. Aujourd'hui, mais l'exploitation industrielle du bois, ces grands exploitants que nous avions connus, une vingtaine, mais ils ne sont plus aujourd'hui, ils n'existent plus aujourd'hui. C'est à peine une dizaine qui travaillent. C'est aussi à cause de vous. Non, ce n'est pas à cause, ce n'est pas seulement, je peux dire, c'est pas seulement à cause de nous. Voilà. C'est pas seulement à cause de nous, mais c'est à cause de cette entrée d'un type d'exploitants qui n'ont pas de nature d'exploitants, qui ne voient que le bois. Et c'est ce type-là d'exploitant qui a miné l'exploitation industrielle du bois ici. Et sur le terrain, ce type d'exploitants pourfendeurs qui ne voient que le bois, ils coupent sans même respecter le diamètre, sans même respecter les normes. Et ils rentrent partout. Et ils arrivent parfois comme des exploitants artisanaux. Oui. Et aujourd'hui, c'est comme ça que nous avons dit, ce rapport de l'IGF devrait aussi fouiner dans le secteur de l'exploitation artisanale. Mais c'est là où, présentement, il y a un grand flux de bois qui sort avec mention industrielle. Or, si on voit très bien, c'est l'artisanat. Et tout ça, c'est une entrée massive de tous ces exploitants-là qui ne doivent même pas avoir la qualité d'exploitant. Mais parmi ces exploitants, quand bien que vous ne voulez pas les citer, il y a les Chinois qui sont là parce que ce n'est pas un secret. L'entreprise chinoise ou les entreprises chinoises qui sont là en train d'exploiter sont pour la plupart, dans la plupart des cas, pointés du doigt comme étant des exploitants qui rasent, qui font n'importe quoi. Et aujourd'hui, le gouvernement congolais est incapable même de suspendre l'exploitation de ces entreprises-là. Quelque part, ce n'est pas aussi la faiblesse de la société civile. Voilà, mais vous revenez vers moi en disant que c'est nous qui dénonçons. Oui, nous continuons à dénoncer. Mais quelque part, qui doit appliquer la loi? C'est le gouvernement. Oui. Qui doit sanctionner? C'est le gouvernement. Mais si on ne sanctionne pas, on laisse, c'est dire qu'on est pour. Et bien sûr, nous savons que beaucoup de ceux Chinois sont venus à l'époque dans le cadre d'un contrat. Ouais. Contrat 5 chantiers. 5 chantiers, contrat 6 communes, ouais. Construction, infrastructure contre minerais. Ils sont venus, ils ont démarré et ils ont constaté ce qu'ils ont constaté. Les ressources naturelles du pays, entre autres les bois. Ce n'est pas pour rien qu'ils se sont lancés. Je peux vous dire, au Katanga par exemple, le bois rouge, nous avons des informations, les premiers Congo, les bois rouges, on les coupe, on continue à les couper. Jusqu'aujourd'hui. On continue à les couper, jusqu'aujourd'hui. Il y a eu ce stock qui traînait, mais j'ai vu la mesure, une des mesures qui a été prise par le ministre, la vice-première ministre de l'Environnement, de voir que faire de ce stock-là qui traînait. Mais aujourd'hui, il semble que ce stock n'existe plus. On se pose la question, il est parti où? Il est parti où? Il a été vendu? Qu'est-ce qu'on a fait avec l'argent? Mais je vous informe. Peut-être on a brûlé ça. Non, on n'a pas brûlé. Il n'y a pas de traces. Il n'y a pas eu de traces. Et aujourd'hui, l'exploitation continue. L'exploitation continue. C'est dire que nous continuons toujours à sonner notre clairon pour dire là ça ne va pas et il faut beaucoup d'efforts. Et ces efforts-là, ça vient aussi de nous. De nous, c'est cette dénonciation, cette manière de dire là ça ne va pas. Mais est-ce qu'il arrive aussi des moments au niveau de la société civile, il arrive aussi des moments où vous regrettez aussi vos actes?
Je vais quand même donner un cas plus précis. Il y a par exemple la Ciforco qui a fermé parce qu'il y a eu des dénonciations calomnieuses, entre guillemets, qui ont fait que cette entreprise puisse fermer. Aujourd'hui, les communautés n'ont absolument rien. Et là où c'était l'activité industrielle, c'est l'artisanat qui s'est implanté avec toutes les conséquences que vous décrivez d'ailleurs. Est-ce qu'il arrive des moments de regretter aussi certaines actions de la société civile qui ne vont pas dans le sens d'aider les communautés et aussi d'aider les entreprises? Là, je dirais, j'ai dit tout à l'heure que nous ne sommes pas contre l'exploitation industrielle du bois. Nous ne sommes pas contre l'exploitation du bois. Mais il faut vraiment l'ordonner. Aujourd'hui, on parle de RED. Il faut préserver, il faut conserver. Oui, on peut préserver, on peut conserver. Mais attention, il y a des communautés, vous venez de le dire, il y a des communautés qui ne vivent que de l'exploitation du bois. Ouais. Je vois dans beaucoup de territoires, les territoires dans la province de Chuapa, où une fois j'ai échangé lors d'une mission avec le gouverneur, qui m'a dit, pour lui, il ne voit pas que rapporte la conservation. Et il hésitait aussi, parce qu'il n'avait pas encore découvert les effets de RED. Il dit, en tout cas, moi j'hésite. Voilà pourquoi, chez nous, c'est l'exploitation du bois. Oui, il y a des coins où vraiment les gens ne comptent que sur l'exploitation. Ouais. Mais il faut que ça soit ordonné. Je dois vous dire, et j'ai dit tout à l'heure, il y avait au moins une vingtaine de compagnies, dont Ciforco qui a fermé. Mais entre autres, les conditions, entre autres, cette entrée massive de ces exploitants qui sont venus ravir, au point que, et ces exploitants, et les reconnus, le groupe Ciforco, Sodefort, tous se retrouvent sur un marché avec le bois. Les conditions que les uns ont connues et les conditions que les autres connaissent, ce n'est pas la même chose. Donc c'est ce qui a fait que vraiment l'exploitation, le secteur industriel du bois aujourd'hui est descendu au bas. Et les grands exploitants comme Ciforco et Sodefort aujourd'hui connaissent de problèmes. Ce problème-là, oui, mais avec la société civile, nous les approchons pour leur dire si ça va, on dit oui ça va. Si ça ne va pas, on ne va pas fermer la bouche pour dire non. Attention, là où c'est rouge, il faut dire rouge. Là où c'est vert, il faut dire vert. Donc, il faut prendre ce courage-là. Et c'est quelque chose qui va dans le sens des efforts. Je dois vous dire, le contrôle, le secteur, l'appareil de contrôle pour contrôler l'exploitation industrielle du bois, tous ces exploitants, cet appareil-là ne fonctionne pas. Il n'y a pas un personnel. Et il y a combien d'inspecteurs assermentés? Il n'y en a pas, il n'y a pas suffisamment. Cet appareil ne fonctionne pas. On n'a pas de moyens. L'observation indépendante de forêt, oui, ça s'est fait, oui. L'exploitation indépendante de forêt, il y a le mandaté avec OGEF qui fait, il y a aussi le non mandaté. C'est ce qui fait que parfois la société civile dénonce, parle très haut, à voix haute. C'est-à-dire, après avoir mené des actions sur le terrain, on constate tel, ça ne va pas. Alors là, il faut dénoncer, il faut dire, ça ne va pas. Et tout ça, je crois, il faut les prendre en compte. Le ministère devrait les prendre en compte pour qu'on mette de l'ordre. Mais on a l'impression que depuis un moment, les relations entre la société civile et les ministères sont toujours en dents de scie. Pourquoi ça? Je m'attendais à ce que le cadre de concertation que devrait relancer la VPM, cadre de concertation
entre société civile et le ministère soit vraiment au point. Mais ces cadres-là, on dirait, ne fonctionnent pas. J'aurais appris qu'il existe un cadre multi-acteur. Oui, multi-acteur. Bon, multi-acteur, ça veut dire Vous n'êtes quoi? pas dedans. La société civile n'est pas dedans. Bon, je ne sais pas. Moi, mais le cadre de concertation, parce que à l'époque, nous avions un cadre de concertation entre société civile et le ministère. Attention, le ministère, ce n'est pas seulement le cabinet. Le ministère et toutes les directions et le cabinet. Nous nous retrouvions au moins chaque mois, ou 3 mois après, pour discuter. Nous apportions tout ce que nous avions comme information avec nos rapports de terrain, nos rapports d'activité. Nous avions des informations que nous rapportions au ministre pour discuter. Et le ministre nous donnait des informations. Voilà, on s'échangeait. C'est ce qui faisait qu'il y avait moins de conflits. Okay. Mais aujourd'hui, on est un peu éloigné. Chacun essaye de... Mais je crois... Ce n'est pas parce que peut-être vous gênez les intérêts de ceux qui gèrent? Gêner les intérêts de ceux qui gèrent? Peut-être. Non. Non. Mais il faut bien gérer. Il faut bien gérer. Si on gère très bien, on n'a pas de problème. Si on gère mal, vous avez des problèmes avec nous. Nous allons dénoncer. Nous allons dénoncer. Et même aller voir la Cour, aller voir le Conseil, les conseils d'État. Voilà. 30 ans après, vous avez vu défiler autant de ministres dans le domaine de l'environnement, donc au ministère de l'Environnement. Lesquels vous a marqué le plus? Ah. Ouf. En bien. Je vais aussi poser une question en mal. En bien, lesquels vous a marqué le plus? Ah oui. S'il faut être sincère, M. Ndundo, c'est un ministre qui m'a marqué le plus. En bien? C'est Oui. ça. Pourquoi? Et c'est avec lui que notre cadre de concertation fonctionnait. Okay. On lui disait tout et lui nous disait aussi tout. Okay. Je me rappelle lors d'une réunion à son cabinet, je lui ai posé la question, Monsieur le ministre, mais on vous a vu dans une concession forestière, vous devenez exploitant ou vous êtes ministre? Il a rigolé. Il a rigolé. Il dit non, je suis toujours ministre. Je suis allé mener des investigations sur base des informations que j'ai reçues. Wow. Voilà. C'est quand même un responsable qui, après avoir reçu autant de rapports, s'est rendu sur le terrain. Et il y a eu des photos qui ont été prises et ces photos-là ont circulé. Voilà. C'est un deux ministres. Et les autres ne le font pas, hein, quand même. À descendre sur les terrains, aller dans les concessions, vérifier des informations, non. Bon, ils peuvent le faire, ils les ont fait, mais ça n'a pas bien marqué. Ça n'a pas bien marqué. Monsieur Ndundo m'a marqué. Alors, ça, c'est dans les biens. Dans les mal, qui de ces ministres qui ont défilé vous a marqué dans les mal? Je crois... Je citerai les deux prédécesseurs de l'actuel. Nyamugabo et celui qui a précédé Nyamugabo, c'est qui? Ambatobe. Le 2. Pourquoi? Ouf. Combien de concessions concédées? Combien? Le gros de concessions concédées, c'est avec le 2. Ah bon? C'est avec le 2. Et ce sont les deux qui ont fait trop mal au secteur. Okay. Mais ce sont deux responsables qui étaient là et qui nous consultaient. Mais on vous consulte la journée, la nuit, le lendemain. Un mois plus tard, vous apprenez qu'il a signé un contrat et il a alloué des concessions. Oui, nous sommes rentrés voir, par exemple, M. Claude Nyambugabo, nous sommes rentrés le voir pour qu'il retire ses actes
Il était sur le point de retirer, mais il n'a pas retiré. C'est ce qui a fait que nous sommes allés voir le Premier ministre de l'époque, qui a dû commanditer cette enquête de l'IGF. Ok. Donc, ce sont les deux ministres qui vraiment ont rendu un mauvais service au secteur. Mais Bazaïba, non? Elle vient à peine d'arriver. Elle est en train de se battre pour relever. Oui, mais vous savez, hein, un immeuble d'une centaine d'étages, je considère le secteur de l'environnement, qui est détruit. Et on demande à Bazaïba de reconstruire cet immeuble-là. Ce n'est pas du tic au tac. Elle pourra atteindre le niveau le plus élevé. Il faut aller petit à petit. Et peut-être après lui, il faut encore beaucoup d'efforts. Et c'est ce qui fait que société civile, nous sommes là aussi pour pousser, pour récolter, pour investiguer et pour dénoncer aussi. Attention, notre dénonciation, il ne faudrait pas qu'on la considère comme étant des attaques. Non, nous dénonçons sur base de ce que nous découvrons sur le terrain. Si ça ne va pas, on dit ça ne va pas. Et là, il faut rapporter. C'est autant de rapports que nous ramenons. Mais le malheur, c'est que ces rapports-là ne sont pas pris en compte. Ne sont pas pris en compte. Et j'ai aussi comme l'impression, vous nous attaquez, nous, société civile, en disant nous attaquons trop, peut-être nous sommes contre ceux qui... Non, non. Non, non. L'administration doit travailler avec la société civile. La société civile. Et pour qu'ensemble, on monte. Il y a des actes qui ont été pris par la vice-première ministre, ministre de l'Environnement. Il y a une mesure pour suspendre de façon conservatoire les concessions déclarées illégales. Mais curieusement, il y a une autre mesure qui a suivi, de quoi vous êtes informés, sur les permis des coupes. Rallongement des permis des coupes, dans les mêmes concessions suspendues. Et oui, on s'est retrouvé avec les mêmes concessions suspendues. Quelqu'un m'a posé la question, mais c'est quoi au juste? J'ai dit non, non, non. C'est un problème. Vraiment, c'est un sérieux problème. C'est-à-dire que moi, je ne sens pas que et l'administration et les cabinets sont en train de travailler ensemble. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on refait les permis des concessions annulées. Si ces documents est passé par la direction générale des forêts, la direction de gestion forestière et la direction des inventaires forestiers, je crois qu'on n'arriverait pas à ça. C'est ce qui me pousse à dire, j'ai comme l'impression qu'ils ne sont pas en train de travailler ensemble. Donc, c'est-à-dire les cabinets et l'administration ne travaillent pas ensemble? Non, ça j'ai l'impression qu'il y a un fossé. Il y a un fossé. Et voilà, on est en train de demander à ce que vraiment que les gens se soudent pour refaire, reconstruire ce secteur de l'environnement qui est descendu trop bas. Patriarche, moi j'ai une question de curiosité. Oui. Vous avez fait 30 ans dans cet activisme, vous avez une très bonne maîtrise du secteur, vous connaissez, vous comprenez les enjeux et les opportunités qu'il y a. Vous avez relevé beaucoup de faiblesses qu'il y a dans la gestion du ministère de l'Environnement. Pourquoi pas un jour vous décidez carrément de devenir ministre de l'Environnement?
Ce serait donc idéal. La décision ne vient pas de soi-même. Il faut d'abord que vous puissiez nourrir ces ambitions. Nourrir les ambitions, oui, je ne suis pas politicien. Je ne fais pas partie d'un parti politique. Mais ça, c'est aussi une faiblesse Moi, parce que vous continuerez toujours à pleurnicher, vous continuerez toujours à vous plaindre. Mais la dame qui est là maintenant, c'est un fruit de la société civile. C'est un tremplin. Nous pouvons faire passer. Nous sommes en train de faire passer. C'est-à-dire même les vôtres vous trahissent finalement. Alors. Si elle est de la société civile et qu'elle fait des choses qui vous mettent parfois en difficulté, c'est une trahison. Je crois, non, ce cadre-là, voilà, j'ai dit tout à l'heure, le cadre de concertation ne fonctionne pas. Le cadre de concertation ne fonctionne pas, ça c'est une chose. Et puis, cette impression entre d'un côté l'administration et les cabinets, mais je sens qu'il y a un fossé, parce qu'on ne peut pas arriver à deux actes comme ça. Non. Soit un groupe devrait percevoir que ici ça ne va pas, il faut changer. Et comme c'est sorti comme ça, non, c'est dire qu'il y a un fossé. C'est que je dirais, pour répondre à votre préoccupation, c'est pas donné à tout le monde de devenir ministre. Ouais. Devenir ministre ici, il faut être d'un parti politique sans doute, comme elle. Moi, je suis technicien. Okay. Sans doute, je peux le devenir un jour si Dieu le veut. Mais, comme elle est là, nous pouvons faire passer toutes les informations, mais nous insistons, moi j'insiste que ce cadre de concertation soit fonctionnel et que ce semblant de fossé, si ça n'existe pas, ok, ça c'est mon erreur. Mais à voir seulement les actes, il y a le fossé. Il y a un fossé entre l'administration d'un côté et les cabinets. Il faut éviter ça. Alors, doyen, je pense que nous sommes en train de chuter déjà. Beaucoup de choses à dire parce que j'ai encore beaucoup de questions à vous poser, oui. Mais je pense que c'est la première édition. On va revenir sur la deuxième édition de cette émission avec vous pour apprendre beaucoup. Vous savez, comme je l'ai dit au départ, vous êtes une bibliothèque. Donc nous devons, nous les jeunes qui venons derrière vous, profiter de votre présence encore sur la terre pour apprendre. Alors, aujourd'hui, au regard de tout ce qui s'est fait, est-ce qu'on peut espérer un jour que les ressources naturelles à RDC seront bien gérées? Oui. Pourquoi pas? La bonne gestion, ce sont les hommes et les femmes qui peuvent très bien travailler pour bien gérer et que ça produise des effets. Et ces effets-là, ça peut apporter le développement. C'est un problème de volonté, un problème d'organisation. Parce que 30 ans après, les développements que vous avez attendus, on ne l'a pas vu. Bon, je dis qu'on est sur une pente, mais il y a toujours moyen de relever, de changer. C'est comme ça que je dis. Il faut des personnes responsables, consciencieuses pour faire redresser. Mon secteur, le secteur de l'environnement, je dois dire, il y a beaucoup à faire. Nous sommes dans RED, c'est le secteur important, un des secteurs importants, mais on a comme l'impression que beaucoup de processus traînent, beaucoup de processus connaissent du retard. Je peux comparer au secteur foncier. Aujourd'hui, dans la dynamique RED, le secteur foncier a pris de l'avance. Il a déjà un document de politique foncière et maintenant, il est en train d'entamer le processus d'élaboration de la loi. La loi à réviser. Le secteur agricole est en train de se battre pour les documents de politique. Et d'ici là, elle va continuer.
il va continuer. Le secteur de l'aménagement des territoires, les documents de politique. Mais dans le secteur de l'environnement et forêt, ce processus-là traîne. Et je me suis toujours posé beaucoup de questions. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que ce sont les moyens? Est-ce que c'est... Bon, j'aurais appris il y a quelques mois passés que le processus était en marche. Et il y a eu quelques réunions qui ont été organisées pour ces documents de politique, mais rien n'avance. Et il y a aussi le code forestier qui doit être revu. Et je vous ai dit tout à l'heure que le code forestier avait cette orientation-là de ne voir que le bois d'œuvre, l'exploiter pour lutter contre la pauvreté. Ça a démontré ce que ça a démontré, toutes les faiblesses possibles. Et aujourd'hui, il y a d'autres domaines importants qui sont arrivés, qui ne sont pas considérés dans le code forestier. Notamment la RED. Et voilà l'importance de revoir la donne tourbière, donc il y a autant de questions. Alors, doyen, je pense que il fait déjà chaud, je dois vous libérer. Mais je voudrais que vous puissiez promettre à nos téléspectateurs que vous serez encore avec nous dans les prochains jours. Parce qu'on n'a pas parlé de la RDC Pays Solutions. On doit quand même parler de ces concepts. Comment vous, de la société civile, vous l'imaginez? Oui, je suis d'accord de revenir un jour pour parler de Pays Solutions. Ouais. Oui, mais c'est un vocable qui n'a pas encore fait de ses effets. C'est-à-dire il n'a pas encore fait ses effets. Peut-être... à l'approche de la COP27 il fait des effets sans qu'on sente le retour vers les communautés locales et les peuples autochtones de la RDC. Ok. Peut-être déjà, nos forêts sont en train de produire de l'argent. De produire de l'argent, d'aider, pas produire de l'argent, d'aider déjà les autres à vivre. Mais ça aide toujours. C'est depuis des années que ces forêts aident toujours, non? Mais quelle est la quote-part par rapport aux communautés locales que vous retrouvez? On va y revenir. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, doyen, pour avoir accepté notre invitation. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci. Donc, je pense que c'est la première édition de cet entretien. Merci. Et nous reviendrons sur la deuxième édition et nous allons peut-être, si ça va nous demander 3 éditions, pas de souci. Si le doyen est disponible, on va toujours revenir avec lui pour discuter de toutes ces questions. Merci. Parce que c'est aussi de la passion pour vous. Hein. Merci. Merci beaucoup. C'est par ici justement que nous mettons un point final à cette édition. Nous vous fixons rendez-vous prochainement avec, parfois ça va peut-être être avec lui-même, le doyen, pour la prochaine édition, ou encore avec un autre invité. Mais d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Merci.